Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui le capitalisme social, donc la deuxième version du capitalisme. Et nous avons vu que quand il s'associait au libéralisme, il faisait apparaître plusieurs problèmes, dont la saturation des marchés, dont la corruption, de trop fortes inégalités sociales et la nécessité des crises. La socialisation, elle apparaît avec les règles. Les gouvernements, notamment socialistes, ont imposé des règles pour parer aux problèmes les plus violents. Par exemple, les premières ont été des lois anti-monopole qui sont apparues dès la fin du 19e siècle aux États-Unis, par exemple, avec le Sherman Act. Ou en France, par exemple, à l'après-guerre, sur un contrôle des prix qui a duré, il faut s'en souvenir, jusqu'en 1986, où l'État gérait un peu le marché, ce qui a fait dire à un économiste que la France était une URSS qui avait bien fonctionné. Et parce qu'effectivement, le capitalisme français des Trente Glorieuses, qui est souvent mis en avant, est un capitalisme extrêmement social avec des règles de fixation des prix sur certaines denrées. Et les secondes règles qui se sont imposées d'elles-mêmes, en fait, ont été des règles de prise en charge des exclus. On voit que le capitalisme laisse de côté ceux qui n'ont pas les compétences ou ceux qui ne sont pas assez combatifs ou ceux qui n'ont pas au départ les moyens suffisants. Eh bien, toute cette part de la population doit être prise en charge. On ne peut pas la laisser dans sa misère, comme ça se fait dans les pays en développement. Et donc, il a fallu inventer des systèmes d'indemnisation de chômage ou des aides au logement ou des aides sociales diverses et variées pour effectivement essayer de faire que ceux qui n'arrivent pas à trouver leur place dans le système capitaliste ne soient pas non plus des esclaves ou des miséreux. Ça s'est fait dans un premier temps dans des corporations ou avec des philanthropes comme Gaudin ou Fourier ou Meunier. On a vu par exemple le Familistère de Gaudin à Guise qui a mis en place pour ses travailleurs à lui toute une organisation sociale. On le voit aussi par exemple dans les chocolats Meunier à Noisiel, à l'est de Paris. Voilà, il y avait aussi ce genre de développement qui sont étendus au pays au cours du XXe siècle. Alors ces apports sociaux au capitalisme sont chaque fois du fait de l'arrivée de gouvernements socialistes poussés soit par des révolutions, soit par de la démocratie. Ces gouvernements socialistes arrivent au pouvoir et en général prennent des dispositions qui sont revendiquées par les peuples. Et par exemple, ça commence par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en France, qui va se propager dans les révolutions de 1848, puis de 1870. Et puis au XXe siècle, nous avons la sécurité sociale qui est mise en place en 1945 avec le gouvernement communiste. Les congés payés, la semaine de 40 heures qui datent du Front populaire de 1936, l'assurance chômage qui aurait été une revendication des 30 Glorieuses et qui sera mise en place en 1958, ou encore le RMI par exemple, le revenu minimum d'insertion, pour ceux qui sortent de toute situation d'indemnisation chômage et qui sera mise en place en 1988 par le gouvernement Mitterrand. Et nous regardons simplement l'évolution du temps de travail. La révolution de 1848 impose les 60 heures par semaine. Avant, c'était plus.
Et puis en 1917, en URSS, la révolution met en place les 48 heures hebdomadaires. Il faudrait attendre 1981 pour la loi des 39 heures et les années 2000 pour les 35 heures. On pourrait faire le même cheminement pour la retraite, qui a été une lutte des syndicats et des travailleurs, où l'école publique a été une revendication des gens de gauche, donc des socialistes, ou le développement des hôpitaux publics évidemment. Et enfin, les troisième chose, ce sont les normes et les règles de fonctionnement de la société. On voit que dans les sociétés européennes, elles sont extrêmement nombreuses, ces règles. La législation touche tous les domaines, à tel point que certains pointent le problème de l'efficacité du système, souvent englué dans une administration trop importante. Et puis, malgré tout, si on analyse la société française, par exemple, on s'aperçoit que les problèmes de corruption, par exemple, au niveau du pouvoir politique, demeurent en partie. On voit que les monopoles ne disparaissent pas totalement, malgré les mesures antitrust. On voit également que l'inégalité par moments replonge et crée surtout des rapports relatifs extrêmement nocifs. Le pauvre ne supporte plus d'être pauvre alors qu'il est moins pauvre qu'avant, mais il supporte beaucoup plus difficilement de ne pas avoir accès aux biens qui sont montrés par exemple à la télévision. Et ça crée des frustrations, des comportements un peu suicidaires comme ça, qui fait que ceux qui n'y arrivent pas ont tendance à entraîner le plus de monde possible avec eux dans la chute, histoire de ne pas périr seuls. Ces problèmes-là demeurent dans le capitalisme social. On voit que la tendance a été, pendant tout le XXe siècle, et certainement que ça va reprendre au XXIe siècle, de régler un peu ces problèmes de concentration de production, donc en limitant encore davantage le pouvoir des multinationales, par exemple, en privilégiant des systèmes de proximité qui laissent aux petits un peu plus de place, et puis de limiter l'argent dans les institutions publiques pour éviter ce qu'on a appelé la plutocratie, c'est-à-dire que la gouvernance par les riches, par les plus riches. Et puis on voit que les prestations sociales sont énormément contestées par ceux qui gagnent au système capitaliste. Et aujourd'hui, quand on a des dépenses qui s'élèvent à 40% du PIB, beaucoup considèrent que c'est trop, qu'il y a trop de dépenses publiques. Et donc il faudrait transférer une part des services publics au privé de façon à décharger l'État de ce financement. Et donc il y a toujours un aller-retour comme ça entre le capitalisme social et le capitalisme libéral, qui fait que la société reste relativement instable. On sent qu'il y a un besoin de régulation de cette richesse, et donc c'est pour ça que toute la pensée communiste s'est développée au XXe siècle, et elle va continuer à se développer au XXIe siècle, parce que cette idée de richesse infinie pose problème au niveau de la collectivité.